Bonjour, bienvenue à cette dernière rencontre sur la résilience et l'attachement. Alors, je vous rappelle, mon nom est Suzanne Masson, intervenante psychosociale à l'Association bénévole de l'île d'Orléans. Je suis coordonnatrice des services aux proches aidants et cette démarche est rendue possible grâce au financement de l'appui. Résilience et attachement, oui, troisième et dernier volet qui concerne vraiment toute la partie de l'après le trauma, après des situations difficiles, qu'est-ce qu'on fait? Donc, toute la démarche de Boris Cyrulnik, suite à une masterclass que j'ai suivie avec lui, que j'ai adaptée, donc pour le cheminement des proches aidants. Alors, on revient à des petites choses de base qui concernent donc comment on va consolider nos relations ou du moins comment elles sont consolidées. Cyrulnik nous dit que l'amour est conscient et que l'attachement, lui, est inconscient et progressif. La distinction qui nous amène à faire ici, c'est vraiment que lorsqu'on est en amour, essayez de vous replacer en contexte, la personne qu'on aime, que ce soit nos enfants, petits-enfants, une ou un amoureux ou quelqu'un, un emploi de l'art, quelque chose qu'on a vu quelque part, c'est inconditionnel. C'est vraiment quelque chose de, on peut décrire. On peut dire, mon doux que j'aime cette personne-là, je me sens bien avec cette personne-là, parce que, ou dans tel contexte, ou cette pièce de sculpture-là, ou... Alors, on est capable d'amener donc des choses très euh, on est capable d'amener une description complète de comment on vit cet amour-là. Quand on est dans l'attachement, là, il y a quelque chose, ce qui est différent, c'est que c'est très progressif, hein, il n'y a pas de coup de foudre dans l'attachement. C'est une démarche du quotidien. Et souvent, l'attachement va se faire de façon très inconsciente. Alors, on va s'apercevoir qu'après un certain temps, cette personne-là est absente, admettons un collègue de travail, cette personne-là est absente. Ah, vous vous dites, bon, ben, elle est absente aujourd'hui. Après 2 jours, ah, il y a peut-être quelque chose de sérieux. Après 3 jours, vous dites, bon, questionnez les autres, peut-être qu'il est arrivé quelque chose, peut-être qu'elle a gagné un gros lot ou qu'elle est partie en voyage. Donc, vous vous êtes attaché à la présence de cette personne-là et peut-être à votre façon de travailler avec. Mais vous n'êtes pas en amour. Si vous êtes en amour, pensez juste à l'amour dépendant, comment ça se passe. Quand la personne est éloignée, l'amour ou l'amour dépendant, il y a les deux, là, bien sûr, c'est différent. Mais donc, il y a un ennui qui fait qu'on a hâte d'être avec la personne. On ressent le besoin d'aller vers ou de la ramener vers nous. Alors, tout ça est là et on est dans l'anticipation de ce retour-là quand on est éloigné de la personne qu'on aime. Quand on est dans l'attachement, si on vit de l'éloignement avec la personne dont on est attaché, on va plus se demander comment va la personne, qu'est-ce qui se passe, et vous allez être capable de continuer dans vos fonctions quotidiennes. Il n'y aura pas la même préoccupation, à moins que vous vous sentiez coupable de l'éloignement de la personne. Alors là, c'est d'autres choses qu'il faut travailler. Mais donc, vous voyez, l'attachement, ça se crée dans la banalité du quotidien, dans les petits gestes, dans vraiment un cheminement qui est progressif. Euh, Par contre, la connotation affective peut être attachée peut être liée à l'attachement. Alors, il peut y avoir de l'amour dans l'attachement et il peut y avoir de l'attachement sans amour, ben, sans l'amour avec un grand A. Et il peut y avoir, par contre, il peut y avoir de l'amour amoureux sans attachement. Alors là, c'est là qu'on va faire des petites distinctions. On va le voir un petit peu en cheminement, mais je crois en continuant en évoluant dans notre information, mais je pense que déjà vous avez une petite idée. Euh, L'amour, c'est un sentiment qui est volatile, intime. C'est quelque chose qui se vit de façon assez profonde. Mais que quand c'est fini, ou bien on va vivre avec une amertume ou avec un ennui de cet amour-là continuel, et on va se rendre compte à ce moment-là que c'est différent. Parce que quand on est dans l'attachement, là vraiment,
on pourra en prendre conscience de comment on est attaché à cette personne-là parce qu'il y a eu un éloignement, parce qu'il y a eu un arrêt de la relation. On va se rendre compte de toute la place que cette personne-là prenait dans notre vie. On va quand même continuer à vivre. Quand on est dans l'amour, on va être perturbé, le quotidien est envahi. Alors, toute la vie, on a besoin de vivre l'attachement, compter pour quelqu'un et savoir qu'on compte savoir qu'on compte pour quelqu'un et que les autres sachent qu'ils comptent pour nous. Alors, c'est vraiment humain, cette démarche-là. Mais on n'est pas attaché à tous les gens qu'on aime et on n'aime pas tous les gens auprès de qui on est attaché. Alors, faut apprendre à distinguer. Donc, l'école de l'attachement. Bon, c'est là qu'on va pouvoir comprendre un petit peu plus. Quand on arrive à l'adolescence, qu'on vit les premières relations, et pas nécessairement amoureuses. Rappelez-vous, dans le 12 à 15 ans, souvent il y a un ami. Freud appelait l'ami narcissique. Alors, c'est un ami qui nous ressemble. C'est un ami avec qui, un ou une, là, une personne avec qui on partage beaucoup de temps, beaucoup d'intérêts, des intérêts pour la musique, pour les vêtements, pour le style, des valeurs. Alors, c'est une personne qui prend beaucoup, beaucoup de place dans notre vie. Parfois, c'est le premier amour aussi. C'est très important parce que à l'intérieur de cette relation-là, il y a la possibilité de vivre un mécanisme de reconstruction. Donc, on revit l'attachement comme l'enfant qui vient au monde et qui s'attache à, de la même façon, je veux dire, qui s'attache à ses parents ou aux personnes symboliques, les personnes d'attachement qui vont être dans sa vie. Alors là, ce qu'on va voir, c'est que cette relation-là va permettre la reconstruction de soi des deux côtés. Chacun des individus, que ce soit un ami narcissique ou un ami amoureux, va apprendre à se voir dans le regard de l'autre, va apprendre à se connaître, va apprendre à bien identifier, oui, ça j'aime ça, ça je le fais parce que l'autre le fait, mais dans le fond, je ne suis pas sûre que j'aime vraiment ça. Alors vous voyez, c'est toute une étape de reconstruction. C'est donc une deuxième chance pour les enfants qui auraient eu une première période difficile dans la tendre enfance, qui arrivent à l'adolescence, de pouvoir se reconstruire. Alors, on a toutes ces opportunités-là. Il va pouvoir y en avoir d'autres dans notre vie, bien sûr. L'attachement, on s'aperçoit que c'est réel lorsque ça nous permet de sécréter des hormones de bien-être. Lorsque vraiment, quand on est en présence de cette personne d'attachement-là, on va avoir une détente. Vraiment, les épaules descendent et on fait « Ah oui, il est arrivé, ça fait du bien. » Ou « Ah là, ça va mieux, cette personne-là est là. » Ou, faites attention, peut-être que vous avez une certaine dépendance qui fait que « Ah, je vais me reposer sur ses épaules. » Et là, c'est l'autre qui va tout décider. Mais vous allez vous en rendre compte parce que le sentiment de bien-être n'est pas le même, là. Vous n'allez pas répondre aux mêmes besoins. Et quand le sentiment de bien-être est réel, il y a vraiment, les hormones vont sécréter donc un tranquillisant naturel. Alors, ça vous permet vraiment de se détendre et non pas d'être dans l'agitation. Alors, ce qui est différent. Dans la société d'aujourd'hui, 2022, la priorité est au développement de la personne. Avant, dans notre société occidentale, la priorité était beaucoup dans le développement d'une carrière, d'une identité par rapport au cheminement professionnel. Alors, c'était beaucoup aussi les étapes de avoir un emploi, avoir une maison, avoir une famille. Maintenant, c'est qu'est-ce que j'ai de besoin, comment je peux me développer et comment je peux être la meilleure personne que je suis. Alors, vous voyez, il y a des différences qui se sont installées graduellement dans notre société et bien sûr que tout ça a été forgé par l'environnement et les sociétés et les différentes étapes qui ont été vécues, on pourrait dire des traumas sociaux. Il y a eu des guerres, il y a eu des crises économiques, il y a eu, comme là, il y a la pandémie. Donc, ça forge ça, des structures au niveau de notre cerveau et au niveau des sociétés. Faire respirer la relation, où on s'en va vers quelque chose d'intéressant. Comme c'est le dernier volet, là, on est vraiment dans l'outil, dans l'aboutissement et dans la résilience.
Alors, faire respirer la relation quand le développement de l'un favorise le développement de l'autre. Alors, vous vous rappelez qu'on a parlé de la parole dans d'autres vidéos. Rappelez-vous que l'absence et l'excès étaient problématiques. C'est la même chose dans l'espace pour faire respirer une relation. Que ce soit parent-enfant, que ce soit amoureux-amoureuse, que ce soit dans une relation aidé-aidant, l'absence ou l'excès d'espace va faire que vous pouvez bien vous développer ou pas. Alors, il y a un rythme qui s'installe dans les relations. Ce qui est important, c'est de prendre conscience de comment cet espace-là, on l'a créé. Alors, il y a différents types d'attachement, différents styles d'attachement. On a vu ça aussi, différents volets dans les vidéos auparavant. Ce qui est important, c'est comment on s'accompagne dans le respect, dans la conception que chacun a de la vie, de ses valeurs. Ça, c'est essentiel. Quand, comme intervenant, on insiste auprès des aidants pour leur dire d'accepter des répits, de s'inscrire à des activités, de laisser d'autres personnes devenir des aidants ou d'être occasionnellement auprès de l'aider, c'est pour aider à faire respirer la relation. C'est la même chose pour l'aider. Quand on insiste pour que l'aider aille à des centres de jour, participe à des différentes rencontres selon ses capacités, ait la visite d'amitié et que pendant que votre aidé a des visites ou des activités, ce qu'on propose à l'aidant, c'est de prendre soin de lui, de prendre soin d'elle, de dormir tranquille à la maison, d'aller prendre une marche avec des amis, d'aller prendre un café, de pouvoir faire des activités de loisirs qui lui plaisent. Et ça, c'est essentiel à toute relation. Alors, il faut avoir de l'air, il faut respirer, il ne faut pas être quotidiennement et régulièrement dans le besoin de la tâche, le besoin de répondre aux besoins de l'autre pour se sentir bien ou pour que l'autre se sente bien. On ne peut pas faire ça continuellement sans être épuisé. Et c'est ce qu'on voit dans nos systèmes de santé. Il n'y a pas de place à respiration dans la relation entre les gens qui interviennent et non seulement les aider, mais la société au complet et l'environnement de pandémie qu'on a actuellement. Ça étouffe. Alors, il faut trouver comment faire respirer ces relations-là. C'est vraiment humain de le faire. Ça nous amène à regarder les constructions de famille. Alors là, il y a une démarche de société, on s'en parlait tout à l'heure, et dans ces deux images-là, on peut voir que dans l'image où tous les personnages sont debout avec un chien, c'est la construction actuelle ou l'image actuelle peut-être d'une famille. Et l'autre image à côté où les gens sont assis à la table, vous voyez des enfants et des adultes à la table et des dames qui servent à manger autour. Alors ça, c'est la construction autrefois de la famille. Peut-être qu'il y a certaines sociétés où c'est encore comme ça. Mais ici, en Amérique du Nord, au Québec, ce n'est plus tout à fait comme ça. Alors, depuis les 2 dernières générations, le rôle de la femme et le rôle de l'homme ont beaucoup changé. Autrefois, la femme était à la maison, on élevait même les jeunes filles à apprendre à entretenir la maison, à prendre soin des enfants, à prendre soin de son mari. Ça me fait mal au cœur de vous dire ça, mais c'était ça la réalité. À apprendre à être une bonne ménagère et à bien faire à manger et à voir à ce que on disait le ménage aille bien. Donc, tout l'ensemble de la maison aille bien. Et pour l'homme, malheureusement, on le voyait uniquement comme un pourvoyeur. Alors, il devait aller travailler, amener les sous à la maison. C'était sa tâche essentielle. On lui demandait d'être bienveillant pour les gens autour de lui, d'agir en bon père de famille. Mais voilà, c'est lui qui amenait donc certaines valeurs. Et ça, c'était symbolique il y a 2 générations. Aujourd'hui, juste en regardant les images, déjà, c'est assez révélateur. D'abord, on ne place pas les gens, on ne place personne au service de l'autre. On place les gens en ordre de grandeur ici pour voir la photo, ce qui nous amène déjà à bien des différences. Et vous voyez que de tous les groupes d'âge et qu'on a intégré un animal. Parce que maintenant,
les animaux font beaucoup partie de la famille. On ne traite plus les animaux comme on les traitait avant. Il y a 2 générations, on ne voyait pas de cimetière d'animaux. Maintenant, on en voit. Il n'y avait pas autant de cliniques vétérinaires. Maintenant, on en voit beaucoup. Même plus quasiment que de cliniques médicales pour les humains. Excusez-moi, ça, comme ça. Mais ce qu'on a à apprendre de façon collective comme société là-dedans, et si vous avez vu les autres rencontres que j'avais préparées, entre autres sur la carte de soins, on apprend à construire donc comment est fait à regarder comment est construit, excusez-moi, cette famille-là qu'on crée autour de nous comme aidants. Qui sont les gens qui sont autour de l'aidant et l'aidé? Qui sont les gens qui peuvent venir passer un peu de temps à la maison? Qui sont les gens qui vont donner un petit coup de pouce occasionnel sans nécessairement s'identifier comme étant des aidants? Qui sont les gens qui sont là régulièrement? Qu'est-ce qui fait du bien? Est-ce que vraiment les animaux qu'on a intégrés dans les centres de soins de longue durée, est-ce qu'il y a une forme de zoothérapie? Est-ce que on permet aux petits-enfants d'avoir un rôle à l'intérieur de ça, donc d'avoir un tour de parole avec un aîné, d'avoir des temps d'échange? Comment tout ça est fait? Alors ça, c'est important de le regarder et je vous rappelle au titre qui est construire une famille sans se mettre de côté. Alors, en 2022, ce qui est important, c'est que tout le monde ait sa place. Alors, comme aidant, ce que je vous invite à faire, c'est d'identifier où est votre place dans cette famille-là et comment vous laissez les autres prendre leur place. Comment c'est possible de faire de la place aux autres. Vous allez le voir dans les prochaines vidéos. C'est important, pardon, pour que tout le monde soit capable de respirer dans ce cadre de nouveaux modèles. Donc, on va aller voir ça un petit peu plus loin. Pour aller justement un peu plus loin, c'est important qu'on revienne sur certaines choses qu'on a déjà vues, qui sont les bases de la vulnérabilité et qui sont aussi les bases de la sécurité. Rappelez-vous que lorsque on pose des interventions, je souhaite aussi que ce soit comme ça pour vous comme aidant, on pose des interventions sur les éléments perturbateurs et non pas sur les gens. Ce ne sont pas les gens qui viennent créer des traumatismes ou qui viennent perturber un cheminement de vie tranquille. Ce sont vraiment les événements. La pandémie, ce n'est pas un être humain. La guerre, ce n'est pas un être humain. La crise économique, ce n'est pas un être humain. Alors, vous voyez, c'est important de se rappeler ça, parce que ça nous permet de bien identifier où sont nos irritants. En les identifiant comme ça nous permet aussi de mieux, comment je pourrais dire, assainir la relation avec les gens qui nous entourent, que ce soit des aidés ou d'autres aidants, que ce soit des enfants, des parents. Alors, ça nous permet aussi, lorsque un moment donné, on a comme un épuisement qui va faire qu'on va perdre patience, de se rappeler que ce n'est pas la personne qui est devant nous ou qui vit avec nous qui nous rend comme ça, mais un ensemble d'événements qui ont créé une perturbation qui nous dérange et qui sont parfois des traumatismes. C'est pas nécessairement obligatoire d'avoir toujours des gros traumatismes comme une inondation. Alors, quand on a de multiples attachements, on l'a vu tout à l'heure dans l'image, et quand je vous parle du carnet de santé, c'est un système protecteur. Le système protecteur, c'est de savoir vers quelles sont mes ressources et vers qui je peux me retourner quand j'ai besoin, que je sois un aidé ou un aidant, un enfant ou un parent. Alors, plus on construit cette démarche-là et qu'on identifie bien, plus on va être solide, plus on est en sécurité. Donc, au niveau de la base de vulnérabilité, on va avoir une base qui va être plus difficile à ébranler. Et il faut se rappeler que c'est important de parler aux gens. Que ce soit les enfants ou un aidé, c'est important de dire « je me sens pas bien ces temps-ci, on a eu une coupure de budget, j'ai perdu mon emploi, une subvention en moins, alors oui, je perds un petit peu patience, je suis désolée, c'est pas toi qui es responsable de ça, mais c'est vraiment un ensemble d'événements et je vais essayer de trouver des solutions. » C'est important parce que ça permet à l'autre, l'enfant ou l'aidé,
D'abord, de ne pas se sentir coupable de la tension qui s'installe, de ne pas avoir l'impression qu'il est responsable de votre émotion, de votre état d'être, de votre préoccupation. Alors, et ça permet à l'autre d'échanger avec vous. Et des fois, là, on est surpris parce que l'autre va nous amener. Ça va être une réflexion, même si des fois la personne à côté de vous est confuse, il va y avoir une réaction, il va y avoir à un moment donné une fabulation peut-être, mais sur quelque chose qui vous amène à penser à autre chose et qui va être peut-être le début d'une solution. Les enfants aussi, parfois vont vous dire, ah oui, le papa de mon ami, nanan, il avait perdu son emploi, et tu sais quoi? Puis là, il va vous amener un élément de solution, puis ça va vous permettre de cheminer là-dedans. Alors, c'est important, non seulement pour vous, mais pour l'autre, parce que vous savez, lorsqu'on est en silence et qu'il y a de la tension, l'autre se sent toujours responsable de ce qui se passe et il va vivre la culpabilité et ça va miner votre relation, ça va amener des tensions supérieures et beaucoup d'irritants. C'est pas nécessaire, car il y en a déjà un, on va essayer de ne pas en ajouter l'autre. Et parler, c'est essentiel à tout âge. Quand on parle de ce qui se passe, ça permet à, rappelez-vous, là, dans une autre vidéo, on disait, parler, ça permet d'identifier l'émotion. Quand j'ai une émotion, que je suis capable de mettre un mot dessus, de l'identifier, ça me permet de mieux la ventiler, donc de mieux vivre cette émotion-là, puis de m'accompagner vers autre chose. Quand on a des silences et qu'on ne dit pas de quoi ils sont meublés, on s'en va vers un cercle vicieux. Le rôle des récits. Alors, Cyrulnik en a déjà parlé. Dans les autres vidéos, je vous en ai fait de la démonstration. Le cerveau est sculpté par le milieu qui l'entoure. Ce qui est particulier, vous savez, des fois, on est des adultes, on parle ensemble. Un enfant est autour, puis on se dit, bon, il ne comprend pas ce qu'on dit, là. Mais il entend. Et ce qu'il entend, ça lui permet de se faire une image de qu'est-ce que c'est que l'environnement d'un adulte. C'est la même chose pour l'aider. On oublie ça. Mais quand quelqu'un est un petit peu à côté et qu'on est quelques-uns à se parler d'un sujet, l'autre, ce qu'il entend, ça lui permet de se faire une perception d'un environnement auquel il n'a peut-être pas accès. Mais c'est avec ce qu'il entend qu'il va savoir qu'il faut se méfier ou avoir confiance de cet environnement-là. Alors, ça, il faut se rappeler ça parce que ça va peut-être rendre la personne qui l'entend plus vulnérable ou ça va le rendre plus solide. Alors, donc, notre cerveau, c'est aussi un reflet, il y a un reflet de notre personnalité qui est là-dedans. Donc, notre cerveau est sculpté par l'environnement parce qu'on entend, par les récits, mais ça va venir modifier notre personnalité, qui on est, comment on agit, et peut-être même ça va vous amener à changer des valeurs ou à revendiquer des valeurs. Cyrulnik nous fait un avertissement. Pour ce qui est de la télévision et des ordinateurs, il nous dit de faire attention parce que ça hypnotise. Ça hypnotise quand la personne est constamment captivée par un écran, l'être humain, s'il n'y a aucun échange. Parce que la personne devant un écran, souvent, est passive. Oui, on peut parfois écrire puis échanger avec quelqu'un qui est sur un écran. Oui. Mais ça ne vaudra jamais la suite. Alors, si vous êtes un aidant, parent ou avec un aidé ou avec un enfant, c'est important de faire des pauses avec les écrans et d'amener la personne à verbaliser. Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu retiens de ça? Est-ce que ça t'a appris quelque chose de nouveau? Qu'est-ce qui te ressemble là-dedans? Ça t'a fait penser à quoi? Si tu avais à raconter ce que tu as vu, qu'est-ce que tu me raconterais? Ça permet de mieux ventiler, ça permet le tour de parole, donc de créer des récits. On a tous besoin de récits pour construire notre environnement, pour construire qui on est. Alors, on vit de ça. Et surtout, il faut se rappeler qu'apprendre, ça garde jeune. Alors, si je regarde un écran de façon passive, même si je prends des notes, ça ne me permet pas de cheminer davantage. Si je partage les choses avec quelqu'un qui a vraiment un échange, donc là, il y a un apprentissage supplémentaire et c'est là qu'on va avoir des gains au niveau de l'être humain.
Le neuropsychiatre nous dit que 70% des enfants apprennent à maîtriser les émotions. Bon, puis avec ça, il va y avoir l'affectivité et l'attachement qui vont se mettre en place. Donc, il y a un 30% là pour qui on se préoccupe, enfants ou aidés. Parce que dans les gens qui sont devant vous, qu'ils soient des adultes ou des enfants, pardon, quand ils sont des adultes, ont déjà été des enfants. Je vais prendre une petite gorgée d'eau. Donc, ce 30%-là, qui a de la difficulté à maîtriser ses émotions, qu'est-ce qui se passe? Comment est habitée la relation? Comment crée-t-il l'attachement auprès des autres? On va passer maintenant à la prochaine. Alors, fatalité et destin. Pour Célorénique, et ça c'est très drôle parce que quand il dit ça c'est out. Alors, ce qu'il veut nous dire là-dedans, c'est que oui, peut-être qu'il y a des choses qui vous sont arrivées ou qui sont arrivées à quelqu'un d'autre et que c'est créé par l'environnement, la société, des situations incontrôlables. OK, on peut parler de fatalité, de destin. À ce niveau-là, c'est comme vous voulez. Par contre, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ça n'appartient à personne d'autre que vous-même. Alors, c'est pour ça qu'il nous dit c'est out. Alors, le besoin de fierté et de devenir autonome, ça va amener un jeune adulte à devenir responsable de ses choix. Et ça nous ramène là. Donc, il ne faut pas attendre que comme des événements désagréables ou malheureux sont arrivés par le phénomène de la vie, de la société, il ne faut pas s'imaginer que ça va se régler de la même façon. Alors, ça va se régler avec votre volonté comme individu. La résilience, ça a un futur. La résilience, il y a quelque chose qui se passe dans le présent et qui doit être construit pour vraiment être complet. Il faut donc se réapproprier du pouvoir sur notre propre vie. Et ça amène une construction au niveau neuronal. On a vu que lorsqu'on vit des traumatismes, ça a une atteinte au niveau neuronal. Donc, si on veut aller vers la reconstruction, il faut faire le choix d'aller vers de l'avant. Les récits collectifs vont être importants parce qu'ils vont nous permettre de s'associer à la situation sans être responsable de tout. Alors ça aide beaucoup. Ce qui peut devenir un peu complexe, c'est lorsque le récit collectif diffère du récit individuel ou du moins qu'il y ait des éléments contraires. Ça se peut qu'il se passe, par exemple, une inondation. Ça, c'est collectif. Je suis dans l'inondation. Mais moi, lorsque je suis dans l'inondation, quelqu'un veut venir m'aider, mais cette personne-là est brusque, m'insulte, physiquement me tire et est violente avec moi. Ça ne m'amène pas à comprendre. Et lorsque moi, j'en parle, dans le récit collectif, je me fais dire ben non, c'est parce que là, tu étais trop énervé, il fallait te calmer. Et pour moi, ça ne veut rien dire. Alors, s'il y a des choses comme ça que vous identifiez chez vous, c'est important d'aller rencontrer une ou un professionnel qui va vous permettre de valider ce que vous avez vécu de façon individuelle. Et vous voyez, on le dit, là, c'est individuel, c'est singulier. Donc, les autres ne peuvent pas se reconnaître dans ce récit-là qui vous appartient. La résilience, c'est un entraînement au quotidien comme pour un sportif. Alors, sans s'en rendre compte, on peut faire cet entraînement-là de tous les jours. Vous êtes sur la route, quelqu'un vous dépasse, vous êtes frustré. Est-ce que vous disputez dans la voiture? Est-ce que vous vous dites « Ah, pauvre lui, il est vraiment pressé » ou au contraire, vous vous emportez, vous courez après à toute vitesse, vous descendez de votre voiture et vous allez vous battre avec la personne. Vous voyez, il y a un léger trauma là et votre façon de réagir au trauma, c'est un entraînement à la résilience. Et dépendamment de l'issue de votre démarche. Donc, sans s'en rendre compte, tous les jours, on pratique la résilience. Pardon. Alors,
Pour vraiment savoir comment ça se passe et pour résumer un peu toutes les 5 rencontres, les 5 vidéos, retenez cette diapositive ici. Comment s'épanouir? Donc, avant le trauma, comment avez-vous été sculpté? Comment en êtes-vous arrivé au moment du trauma? Alors, ce que ça veut dire, autant pour vous que pour la personne que vous aidez, que pour l'enfant, que pour le parent, quelle est l'histoire de vie de cette personne-là? Quel est son récit personnel? Comment l'enfance et l'apprentissage de la résilience ont été sculptés? Comment on en est venu à cette situation-là? Comment c'est arrivé dans notre vie? Et non pas comment on est responsable de ça. Comment c'est arrivé dans notre vie? Comment ça s'est présenté, l'événement traumatisant? Est-ce que c'est arrivé par l'action de quelqu'un? Est-ce que c'est un phénomène de société? Est-ce que c'est en participant à une activité que, oups, ou en exprimant des valeurs que, oups, il est arrivé quelque chose? Alors, il faut identifier le avant. Pendant. Est-ce que j'ai tendance à m'isoler ou à être solidaire? Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces premières vidéos-là. Donc, on est au tout début, là, quand on regarde le avant et le pendant. C'est vraiment, est-ce que j'ai tendance à vouloir tout garder autour de moi et de me dire, je vais m'arranger tout seul, je vais me débrouiller, je ne vais pas achaler personne avec ça, je ne veux pas déranger les autres. Et donc, ça m'amène à refuser. Ou bien, j'accepte l'aide qui vient de l'extérieur, je vais chercher de l'aide de l'extérieur, j'utilise ma carte de soins pour identifier les ressources qui peuvent m'aider et ça me permet donc, pendant que je vis un traumatisme, d'installer on pourrait dire, les racines de la résilience. Et après, lorsque le moment traumatique, le moment qui vous a shaké, lorsque c'est terminé, lorsque vous commencez à vous dire « Ah, mon Dieu, c'était difficile cette épreuve-là, mais je sens que c'est un petit peu plus loin de moi et j'en suis content. » Qu'est-ce qui vous soutient? Est-ce que c'est des choses que vous faites dans votre routine? Est-ce que ce sont des gens? Est-ce que c'est un nouveau professionnel qui est rentré dans votre vie et qui vous aide à mieux comprendre? Quel sens donnez-vous à cette expérience-là dans votre vie? Qu'est-ce que ça vient faire dans votre vie? Qu'est-ce que vous avez envie de faire avec ce que vous avez appris de cette expérience-là? Qu'elle soit traumatisante d'une façon très blessante, qu'elle soit traumatisante de façon à avoir bouleversé tout votre cheminement de vie. Rappelez-vous que dans cette démarche-là, et quand vous pouvez utiliser tous les éléments qu'on a vus, dont la parole, le rôle de parole, vous servez de modèle aux autres. Quand vous servez de modèle aux autres, ces gens-là vont pratiquer des éléments similaires et vont servir de modèle aux autres. Et en faisant ça, les autres vont servir de modèle à d'autres. Et vous voyez, c'est comme ça qu'on construit une société et qu'on construit des modes de fonctionnement et des façons de vivre la résilience et de traverser des périodes traumatiques, tout le monde ensemble. Ça a l'air bien simple quand on voit la dernière diapositive, mais ça nous ramène à notre pouvoir et le pouvoir qu'on a tous, chacun, jusqu'à notre dernier souffle pour aller gérer notre vie et exprimer ce qui est bon pour nous. Je vous rappelle que cette présentation, les 5 vidéos, ont été rendues possibles grâce au financement de l'appui. Donc, je suis Suzanne Masson, intervenante coordinatrice auprès des proches aidants à l'Association bénévole de l'île d'Orléans. Et l'île d'Orléans offre différents services qui sont parfois pour les proches aidants et parfois non. Alors, il y a la distribution de popotes, il y a les répits, il y a le transport, l'accompagnement transport. Ça peut être aussi de l'aide à bien comprendre des documents complexes. Ça peut être aussi des appels d'amitié. Donc, si vous avez quelques besoins que ce soit, communiquez avec l'association. Vous avez aussi mes coordonnées. Si vous avez des questions, ça va être un plaisir pour moi de pouvoir tenter de trouver des réponses. Alors, voilà, avant que je perde la parole complètement,
Merci beaucoup de votre présence et à bientôt dans un nouveau thème. Au revoir.